Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons parler de l'interprétation des états relatifs. Alors, c'est une interprétation qui fut présentée par Everett, Hugh Everett III, dans sa thèse de doctorat en 1957. Alors, Everett relève d'abord, dans l'étude de la mécanique quantique et le problème de la mesure, que la réduction pose des difficultés. Elle est une chose que nous avons déjà relevée, elle est incompatible avec l'évolution de la mécanique quantique. On a donc deux mécanismes incompatibles, l'évolution quantique donnée par l'équation de Schrödinger et la réduction, s'appliquant à des moments différents sans qu'il soit facilement possible de dire à quel moment. Ensuite, elle ne peut pas être utilisée dans certaines circonstances en cosmologie quantique, où l'univers est vu comme un tout et où il n'y a pas d'observateur extérieur par définition qui pourrait faire une mesure et entraîner une réduction. Enfin, si on a un système tel qu'un appareil de mesure qui est composé de nombreux éléments, chacun pouvant être décrit par la mécanique quantique et son évolution quantique normale, comment se fait-il que l'assemblage de tous ces éléments ne puisse pas être décrit aussi par la mécanique quantique et nécessite une dynamique différente, classique, avec réduction. Donc face à ces difficultés, Everett dit la réduction est un problème. Elle n'est pas compatible, donc la solution c'est plus de réduction. Tout simplement, allez hop, on balance la réduction de la fonction d'onde à la poubelle. On a le formalisme normal et plus de réduction du tout. La difficulté alors est de se dire, bon, comment est-ce que ça marche alors? Puisque lorsqu'on fait des mesures, on a des résultats définis. On n'a pas des états superposés. Je ne trouve pas la chaise à deux endroits, des choses de ce genre. Donc, pourquoi? Ce n'est pas clair. Everett a dit, en présentant sa solution, nous allons en reparler, qu'elle permettait de résoudre les différents problèmes de la mesure, mais sans beaucoup entrer dans le détail. Donc il n'est pas très clair de savoir comment il comptait faire. Le fait est qu'il n'en a plus beaucoup parlé. Il s'est consacré à de toute autre chose que la mécanique quantique, et il a juste publié un article conjointement avec DeWitt, dont nous allons tout de suite reparler. Mais à part ça, presque rien. Et donc, d'autres théoriciens ou philosophes se sont plongés dans cette idée de ne plus avoir de réduction et ont essayé de compléter cette approche. Il y a eu plusieurs prolongements, souvent d'ailleurs attribués à Everett. C'est un peu abusif, puisque ces prolongements, souvent incompatibles entre eux, ne sont pas dus à Everett. Mais on parle souvent de la théorie d'Everett, notamment lorsqu'on parle des mondes multiples, ce qui n'est pas tout à fait juste, puisqu'il n'en est pas l'auteur, mais quand même un peu, parce qu'il a quand même collaboré avec DeWitt, qui est l'auteur de cette approche. Donc, comment fonctionne cette interprétation? Supposons qu'on ait un système S dont nous considérons l'état de spin, disons, dans la direction verticale, et un dispositif J qui est initialement dans l'état près. Ça peut être un autre système microscopique ou un appareil de mesure ou un être humain qui effectue une mesure. Et le système évolue pour dire, ok, le spin du système est dirigé vers le haut. On suppose que la mesure est idéale et que le spin du système est inchangé. C'est le schéma classique de von Neumann, ici, bien sûr, sans la réduction.
Et donc, J peut dire, j'ai mesuré le spin vers le haut. Un résultat défini. De même, on a le spin vers le bas. Et donc, J peut dire dans l'autre cas, je mesure un spin vers le bas. La mécanique quantique étant linéaire, si on a un état général A, spin vers le haut, plus B, spin vers le bas, il évolue alors en A fois mesure vers le haut, pour un système ayant un spin vers le haut, plus B fois spin vers le A, vers le bas, pour le dispositif J et pour le système S. Et pas de réduction. Donc on reste dans cet état-là. Un tel état, on peut le noter E pour état d'Everett. Donc ça, c'est la linéarité. Mais de même que J dit, j'ai mesuré un état défini dans ce cas-ci, ici, J peut dire, j'ai mesuré un état défini, là le spin vers le haut, là le spin vers le bas. De même, par linéarité, J peut dire, je mesure un état défini. Alors comment? Everett introduit la notion d'état relatif. Il dit, l'état de J ne peut se comprendre que relativement à l'état du système S qu'il mesure. Donc J a un état vers le haut en même temps que le système S ou vers le bas en même temps que le système B. Et donc, pour J, l'état est toujours défini. Cette interprétation, telle qu'elle, a quand même des trous. D'abord, l'expérience montre qu'on obtient des résultats définis, et pas des superpositions. Ou le spin vers le haut, ou le spin vers le bas. Mais pas un état tel que celui-là. Où sont donc passés ces états expérimentalement constatés? Et comment déterminer l'influence des amplitudes et donc des probabilités dans une telle situation? Alors, la théorie dite nue, c'est-à-dire les états relatifs bruts tels quels, disent que cet état relatif est subjectif. C'est-à-dire que J est dans un état relativement à S, il est spin vers le haut si S est spin vers le haut, ou spin vers le bas si S est spin vers le bas. Et donc pour J, subjectivement, pour lui, le système est dans un état bien défini. Il ne dit pas, J n'est pas dans un état superposé, il est dans un état identique à celui de S. La difficulté avec ça, c'est que dans une expérience, on n'observe pas ça. On a des états uniques. Le spin vers le bas, par exemple, avec une certaine probabilité. Donc comment le justifier à partir d'états subjectifs? Un autre prolongement, qui est le résultat du travail de DeWitt, est la théorie des mondes multiples. Alors, la théorie des mondes multiples est devenue très populaire. Elle a eu beaucoup de succès. Elle est très populaire autant auprès de physiciens que de passionnés de mécanique quantique. L'idée, c'est de dire, cet état-là va se splitter en deux états, en deux mondes. E1 et E2. Donc le monde et tout ce qu'il inclut, tout notre monde, se divise en deux mondes parallèles, indépendants. L'un avec ce résultat-là, et l'autre avec ce résultat-là. Dans un premier monde, J, qu'on pourrait appeler J1, celui du monde 1, J1 dit, j'ai mesuré un état défini, le spin vers le haut. Et dans l'autre monde, J2 dit, moi, je mesurais un état défini, le spin vers le bas. Et dans quelle base effectue-t-on cette séparation?
on effectue la base que l'on choisit, la base privilégiée, comme étant la base des résultats définis. Avec ça, plus de problème pour les états définis. Dans un monde, les résultats sont toujours définis. Notons que cette interprétation est assez spéciale. Une séparation, un split des mondes en mondes parallèles, c'est un peu particulier, c'est contre-intuitif et c'est un peu spécial. De plus, comme il y a beaucoup d'interactions, j'observe, je vois, je touche en permanence des choses. Ça signifie, avec les probabilités quantiques, une démultiplication des mondes, et en un instant, un monde devient des milliards de milliards de milliards de milliards de mondes. Énorme. De Witt lui-même dit qu'il a été un peu estomaqué en voyant un tel résultat, en se disant c'est vraiment très contre-intuitif cette idée, mais pourquoi pas? D'autant qu'elle semble convenir. Alors, concernant le choix de la base, on choisit la base des résultats définis. Ou bien est-ce que c'est en imposant cette base qu'on a automatiquement dans chaque monde les résultats définis? Ça se mord un peu la queue. Donc on peut essayer de la justifier. Et là, il y a plusieurs variantes. Plusieurs ont exploré plusieurs idées. Il y a, par exemple, des réflexions basées sur l'évolution. Nous, êtres humains, et les choses macroscopiques, et les animaux et tout, ont évolué en interaction avec les systèmes qui font que il y a eu une sélection de bases privilégiées correspondant aux mondes multiples, parce que ce sont ces états-là que nous pouvons percevoir comme définis. D'autres idées sont basées, par exemple, sur la décohérence quantique, que nous avons vue. Nous verrons cela un peu plus en détail bientôt. Notons qu'il y a toujours un problème avec la probabilité. On a une séparation en deux mondes. Et donc, on pourrait dire, la probabilité de se retrouver lors de la séparation dans un monde, celui-là par exemple, et d'observer le spin vers le haut, est une chance sur deux. Et on a une chance sur deux d'être dans l'autre monde, s'il y a deux mondes. Et donc, on a une chance sur deux d'observer le spin vers le haut ou vers le bas. Mais ce n'est pas vrai. L'expérience montre qu'on doit respecter la règle de Born et avoir des probabilités A carré et B carré. Et pas un demi. Donc là, on a un souci. Plusieurs idées aussi ont été développées, nous y reviendrons. Face à cette difficulté, d'autres ont été plus loin. C'est le cas de Albert et Leuer qui ont décidé d'aller plus loin dans cette idée de démultiplication, en considérant qu'elle ne concerne pas les objets physiques qui nous entourent, mais uniquement notre conscience. Nous avons conscience du résultat, et notre conscience serait en quelque sorte démultipliée. C'est notre conscience qui serait multiple, comme les univers parallèles, sauf que là, c'est uniquement notre conscience. Le résultat est le même. On a une conscience qui dit c'est spin vers le haut, l'autre conscience qui dit c'est spin vers le bas. Les bases privilégiées posent beaucoup moins de problèmes parce que le monde est inchangé. Donc le système va évoluer avec des bases privilégiées sélectionnées par la décohérence, auxquelles nous sommes soumis, comme tout système physique complexe, macroscopique, et donc les consciences peuvent se démultiplier dans ces bases privilégiées. Malheureusement, on peut même établir une mesure et dire qu'il y a une densité A carré de conscience de ce type et une densité B carré de conscience de ce type-là. Et établir ainsi une mesure qui est objective, puisque dans un monde concret, avec des expériences, dans un monde qui ne se démultiplie pas. Malheureusement, cette interprétation n'est pas très appréciée, avec raison, parce qu'elle a un côté un peu métaphysique, très métaphysique. Tout d'abord, parce qu'elle fait
intervenir dans la physique quelque chose de bien particulier, notre conscience. Alors, qu'est-ce que notre conscience, nous, d'humains, aurait de particulier? Et celle du chien, est-elle comme ça? Et celle des limaces? Et celle doit être encore plus simple, avec juste quelques ganglions nerveux. Comment, à quel moment, notre conscience peut-elle devenir multiple? De plus, ça implique, dans le raisonnement, un très fort dualisme entre le corps et l'esprit, le corps et la conscience. Le corps ne se démultiplie pas, l'esprit, la conscience, oui. Et la mémoire avec, d'ailleurs. Puisque une des consciences peut avoir conscience que hier j'avais mesuré spin vers le haut, et l'autre conscience, hier j'avais mesuré spin vers le bas. Donc la mémoire elle-même doit suivre. Ce qui peut être compliqué. Et ce que l'on sait en neurosciences, en neurologie, dans l'étude du cerveau, des neurones, la manière dont ceux-ci fonctionnent, la manière dont la mémoire fonctionne, qu'on commence à très bien appréhender, et même pour la conscience, beaucoup de progrès ont été faits en neurologie. On a beaucoup étudié le phénomène de la conscience, même pour des raisons médicales d'ailleurs. Hein. Quand on a une personne dans le coma, il faut, avant de le débrancher, il vaut mieux savoir si la personne est encore consciente ou pas, et avec quel degré de conscience. C'est donc des problèmes concrets qui se posent à ce niveau-là, et la médecine, la neurologie a beaucoup avancé dans ce domaine, et rien, absolument rien, ne vient étayer ni ce dualisme total entre le corps et l'esprit, et rien ne vient étayer une éventuelle démultiplication des consciences et des mémoires face aux mesures et aux observations. Donc, cette interprétation est très très peu appréciée. Très très peu. On n'en parle que de manière anecdotique. Nous-mêmes, nous n'y ferons plus référence. Une autre approche est celle des histoires multiples. Donc plutôt que d'avoir une démultiplication des mondes, on aurait plutôt une démultiplication des histoires. Une série d'événements et plusieurs séquences d'événements peuvent se produire, créant ainsi plusieurs histoires démultipliées. Cette approche rejoint l'autre interprétation que nous avions vue, celle des histoires consistantes. Formellement, elle est identique. Elle a été développée par Gell-Mann et Hartle, et l'ensemble de ces deux interprétations vraiment devient semblable. Notons, alors, donc nous n'y reviendrons plus non plus, nous l'avons déjà vu. Notons qu'en plus, en se basant sur la base de données position, on peut créer ce certains ont appelé l'interprétation des procédures multiples. Et en fait, on constate un extraordinaire isomorphisme entre cette interprétation des procédures multiples et la théorie de Bohm. Puisque dans la théorie de Bohm, on a des tas de corpuscules et chacun a une trajectoire bien déterminée, bien définie, et la théorie des procédures multiples revient à considérer toutes ces trajectoires possibles, sans nécessairement faire intervenir l'ontologie des corpuscules, mais techniquement, ça revient au même. Donc là non plus, inutile de creuser. Enfin, une idée qui a été développée, c'est celle des corrélations sans corrélat. C'est-à-dire que on a ici une corrélation entre l'état de J et l'état de S, spin haut tous les deux, ou spin bas tous les deux. Mais sans qu'il y ait un support à cette corrélation. Pas de mémoire physique enregistrant cette corrélation. On a juste la corrélation. Point. Idée un peu difficile à accepter, puisque toute information semble devoir avoir un support de l'information. Mais ça a été envisagé. Et cette idée développée par Sanders et Mermin a obtenu quelques résultats intéressants et la plupart des problèmes soulevés disparaissent simplement parce qu'on les rejette. Comment savoir comment nous, êtres humains,
pouvons être dans un état superposé, global, la question ne se pose pas, il n'y a pas de support à ça. Il n'y a que les corrélations. Et donc, beaucoup de problèmes disparaissent simplement parce qu'on les rejette. Notons que dans cette optique, les résultats définis restent mal compris, puisqu'on a plusieurs corrélations. Donc, comment se fait-il qu'on obtient dans l'expérience un résultat défini donné? Malgré tout, cette approche est à rapprocher d'une interprétation appelée interprétation relationnelle, où tout n'est que relation entre systèmes. Cette interprétation relationnelle a connu ses propres développements, elle a été surtout développée par Rovelli, et nous y reviendrons de plein droit. C'est une interprétation qui mérite un examen en soi. Donc nous y reviendrons. Voilà pour l'interprétation des états relatifs et ses différentes orientations. Donc on va essayer de l'évaluer. Alors on va évaluer que l'interprétation nue, parce qu'elle est assez simple, c'est ce que nous avons vu, et ces deux gros prolongements les plus importants, les plus intéressants, qui sont les mondes multiples et le relationnel, nous verrons cela très bientôt. Pour l'évaluation de la théorie nue, quelques remarques sont à faire. D'abord, quand on dit oui, les états sont subjectifs, oui, on continue à avoir un état superposé, et c'est très difficile, c'est très contre-intuitif de se dire, moi, observateur, je suis dans un état quantique superposé, un état où je vois le spin haut, un état où je vois le spin bas. C'est très, très contre-intuitif, ça heurte notre idée d'être bien défini, conscient de lui-même et de tout ce qu'il est. Mais, c'est de la théorie, on peut l'accepter. Et cet état subjectif ne pose pas de problème. Beaucoup d'auteurs ont dit elle n'explique pas réellement les états définis. Moi, je suis pas d'accord, elle les explique bien. Parce que c'est tout ce qu'on a. On n'a que cette relation subjective. J peut se retrouver alors dans un état superposé où il dit J, je mesure un spin vers le haut, plus un état, je mesure un spin vers le bas. Il ne se retrouve pas dans un état qui dit je mesure à la fois vers le haut et vers le bas. Non, on a deux composantes séparées. Une où il dit je mesure le spin vers le haut et rien que ça, je mesure un état défini, plus je mesure un spin vers le bas et rien que ça, un état bien défini, un résultat bien défini. Si on fait une expérience, pour vérifier, là aussi, on va avoir cette intrication qui se produit, on retrouve le même, on va avoir un appareil pour mesurer, confirmer, A, spin vers le haut, B, spin vers le bas, appareil A, spin vers le haut, appareil A, spin vers le bas, donc à nouveau tout reste corrélé. Et donc on va avoir un état qui dit, on confirme qu'on a bien mesuré spin vers le haut, plus une composante qui dit, on confirme qu'on a bien mesuré spin vers le bas. On est piégé dans cette intrication, ce qui empêche de constater l'état superposé. Si un autre individu vient, un autre expérimentateur, et se dit, tiens, je veux savoir ce qu'il a mesuré, je vais lui demander. Eh bien, paf, hein, le simple fait d'interagir. Évidemment, en pratique, il va même interagir avant même de lui poser la question, hein, parce que tout est lié, hein, tout interagit, c'est aussi lié au mécanisme de décohérence. Il va se retrouver dans un état, J m'a dit qu'il a mesuré le spin vers le haut, plus J m'a dit qu'il a mesuré un spin vers le bas. Et donc, on n'a que ça, que ces résultats définis, dans des états superposés, globalement superposés, mais on ne peut pas les constater. Il n'y a pas d'observateur extérieur pour le vérifier, pour le dire. Pour faire des expériences, on ne va pas faire des expériences d'interférence avec des physiciens en les mettant dans un appareil de Young et en les envoyant sur une cible. Ça leur ferait mal et ça ne marcherait même pas. À cause de la décohérence, on n'observerait aucune interférence. Donc, on ne sait pas
le vérifier, tout ce qu'on a, c'est ces états définis. Nous, qui en tant que théoriciens disons, mais là, moi je le vois, l'état superposé. Oui, mais là, on ne fait pas partie de l'expérience. On est des théoriciens qui regardons des équations. C'est tout. Si on veut le vérifier réellement, physiquement, ce qu'on va faire, c'est une expérience. Ou confirmer le travail de J, ou lui poser la question. Et on va se retrouver piégé dans le fait qu'on observe un résultat défini. Donc, ça marche à condition d'accepter de n'utiliser que la théorie, les expériences et les résultats. Puisque tout est toujours corrélé, lié, c'est suffisant. Et on ne peut pas constater autre chose que des résultats définis. Il faut éviter des réflexions trop philosophiques. Beaucoup d'analyses de ces interprétations ont été faites par des philosophes ayant de bonnes connaissances théoriques en mécanique quantique, mais se posant essentiellement des questions philosophiques. J'ai déjà vu des trucs très très philosophiques dans certains articles. Il faut éviter ici. C'est pas notre but. Pas de questions comme « que suis-je » ? Suis-je ça ou l'autre ? C'est un peu comme pour les mondes multiples d'ailleurs. Hein. Suis-je dans un monde ou dans l'autre ? Et moi-même, là, il ne s'en rend pas compte. Donc, c'est des questions philosophiques difficiles. On peut se les poser, mais ça sort de notre cadre. Donc, pas de questions du genre « que suis-je ? Quelle composante suis-je ? Pourquoi est-ce que je ne me rends pas compte que je suis un état superposé ?» Pas de questions comme ça. Non pas parce qu'il n'y a pas de support, hein, comme les corrélations sans corrélat, mais simplement parce qu'aucune mesure, aucune expérience, aucune perception ne permettrait de le vérifier. Notons qu'on n'a pas non plus besoin d'une base privilégiée avec la théorie nue. Ici, la base privilégiée, c'est le spin vers le haut. Ça pourrait être la base position. Mais peu importe, on a un état quantique. On peut le décomposer sur n'importe quelle base qu'on veut. C'est toujours le même état quantique. L'état E est un état bien défini dans l'espace de Hilbert, conjoint de J et de S, et peu importe comment on le projette, sur quels axes de base, sur quel état de base. Donc pas besoin de choisir une base privilégiée. Comme on n'a pas de réduction, on n'a que l'évolution quantique normale, la mécanique quantique normale s'applique, ça peut s'appliquer au domaine microscopique où on n'a pas besoin de base privilégiée. Ce n'est vraiment que pour des observateurs humains, des systèmes classiques, que c'est nécessaire. Mais là, on a le phénomène de décohérence. La décohérence fait que on a des états qui apparaissent comme un mélange statistique et qui sont robustes, au sens que nous avions vu. Et donc, ils expliquent la classicalité, la perception. Je peux suivre la particule là, des yeux, ou je peux la suivre là, état superposé, mais avec des positions bien précises, parce que état robuste. Et donc, ça explique aussi les résultats définis dans la base privilégiée, décohérée. Il n'y a plus de soucis à proprement parler. Ceci étant dit, vous aurez compris que j'aime bien cette interprétation nue, l'interprétation nue des états relatifs. Qu'en est-il de son évaluation ? Alors, le point de vue formalisme, ok, on respecte le formalisme en mécanique quantique entièrement. C'est même mieux. On n'a plus la réduction qui avait ce problème de compatibilité. Donc le formalisme est respecté à la lettre, sans la réduction. A-t-elle des limites ? Non. C'est ce que je viens de dire. Ces états s'appliquent aussi bien en microscopique qu'en macroscopique, à condition de tenir compte de la décohérence. Le réalisme, on peut parfaitement donner une vue réaliste à cet état, à l'état de la fonction d'onde, donc il n'y a pas de problème. Point de vue rasoir d'Occam, c'est parfait. En fait, on n'a même pas la réduction. C'est encore mieux que
l'interprétation instrumentale. Du point de vue des bases privilégiées, on vient d'en parler, il n'y a pas de souci. On n'en impose pas. C'est la décohérence qui le dicte. Le caractère explicatif, là, il y a deux petits soucis. D'abord, oui, on peut donner un rôle réaliste à la fonction d'onde, mais ça ne dit pas vraiment ce que c'est. On ne sait pas exactement quelle est la nature physique de la fonction d'onde. Elle n'est pas décrite par les états relatifs. Et le mécanisme probable, en fait, on a toujours ce souci, hein. Je ne l'ai pas dit, mais on l'a toujours. Je l'ai dit qu'on l'avait avec les mondes multiples, hein, 1,5, mais ici aussi on l'a. On a un seul état, sans réduction. Qu'est-ce qui justifie que moi là, j'observe ça avec une chance A carré, et là avec une chance B carré? Rien a priori. Mon état est corrélé avec S, et c'est tout. Donc là, on a réellement un problème. C'est sans doute le problème, le plus épineux. D'un point de vue pédagogique, là, c'est vraiment pas bon. Contrairement à d'autres interprétations que nous avons vues, c'est inutilisable. On ne peut pas l'utiliser pour enseigner la mécanique quantique. Pourquoi? Parce qu'elle est très contre-intuitive. Nous sommes dans des états superposés à l'échelle macroscopique, etc. C'est très très contre-intuitif. Et pour expliquer une nouvelle théorie, on doit partir de ce qui existe, à des étudiants qui vont connaître la physique classique, mais pas ces bizarreries. Pour la comprendre, il faut avoir une connaissance de la mécanique quantique, avec ces états superposés, ces bases d'états dans les espaces de Hilbert. Il faut connaître la décohérence. Il faut donc déjà une connaissance assez approfondie de la mécanique quantique, ce que j'espère nous avons ici maintenant après toutes ces vidéos. Il faut avoir cette connaissance pour vraiment assimiler et comprendre cette interprétation. Donc, point de vue pédagogique, elle n'est pas bonne du tout. Peut-être qu'un petit génie y arrivera un jour, mais moi, je n'enseignerai pas la mécanique quantique en utilisant ça. Je peux le présenter qu'à la fin. Ensuite, a-t-elle d'autres défauts? D'autres défauts que les deux gros que j'ai présentés, la nature de la fonction d'onde et surtout les probabilités. Non, c'est pas très étonnant. L'interprétation est minimaliste. En gros, elle dit, c'est la mécanique quantique sans la réduction. C'est tout. Difficile de trouver des défauts en faisant ça. Ou alors, il faudrait des défauts dans la mécanique quantique elle-même. Et c'est la théorie la mieux testée de tous les temps, et on n'y a jamais trouvé de défaut. Donc, non, il n'y a pas d'autres défauts, forcément. Et donc, on obtient un score de 3. C'est un très bon score. Donc, il faudra garder ça à l'œil, en sachant qu'il nous faudra résoudre les principaux problèmes soulevés, à savoir la nature de la fonction d'onde, et surtout, comment expliquer les probabilités quantiques dans un monde où il n'y a pas de réduction de la fonction d'onde. Et donc, pas de possibilité, a priori, d'appliquer la règle de Born. Donc, ça, c'est ce que nous verrons plus tard. Dans la prochaine vidéo, nous allons approfondir un des prolongements, celui des mondes multiples. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons en détail l'interprétation des mondes multiples. Je vous remercie.